Comme l'a dit Jérôme, je crois que les établissements, il y a quand même un bon millier d'établissements en France. Et aujourd'hui, les établissements sont... Alors, il y a la part des groupes avec les axes politiques, mais c'est vrai que, comme je dis souvent, c'est très direction dépendante, la relation avec les médecins. Mais l'essentiel de la relation, c'est, comme l'a dit Jérôme, c'est le contact, effectivement, et la relation étroite entre les directions d'établissement et les praticiens. C'est vrai, il faut entendre que dans les difficultés qu'il peut y avoir au niveau des relations, notre système est tendu au niveau économique, hein, et qu'il y a forcément des arbitrages de gestion, des arbitrages d'orientation stratégique qui ne sont pas toujours en conformité avec les volontés individuelles de chaque praticien qui est lié à sa spécialité. Et c'est à ce niveau-là que peuvent se créer des tensions, mais il faut savoir en parler, il faut savoir poser les sujets et travailler dans le temps pour pouvoir essayer de faire évoluer les établissements dans le bon sens. Éric Blondet, ça correspond à votre vécu complètement Pas tout à fait. J'aurais tendance à dire, là on a une vision qui est effectivement celle des établissements, ce qui est légitime. Moi, ma vision de praticien, c'est que s'il y a un actionnariat et s'il y a une recherche de pérennité économique et de bilan comptable à l'équilibre, ce qui paraît tout à fait normal et c'est même responsable, certains choix sont parfois vécus comme un autoritarisme de la gouvernance dans laquelle les médecins sont le plus souvent écartés. Par exemple, et c'est là où par exemple, on peut avoir des choix faits avec l'injonction, les différentes injonctions qui sont faites sur les établissements. Je vais aller un peu plus loin. Quand on regarde l'évolution réglementaire, notamment dans la loi santé, quand on veut obtenir une évolution dans les pratiques, dans les durées de séjour, ce n'est pas aux praticiens qu'on va demander. On va demander aux établissements de contrôler ce que vont faire les praticiens. Et là, c'est là où on commence à rentrer sur un contrat d'exercice libéral qui commence à être galvaudé. Le contrat d'exercice libéral, moi je crois qu'il est beaucoup plus important que ce que vous disiez. Il est important parce qu'il définit un partenariat, c'est-à-dire que les deux signataires sont sur un pied d'égalité. Mais si on commence à donner de façon réglementaire ou simplement par un principe de gouvernance, une primauté à l'un par rapport à l'autre, on déséquilibre cette relation-là et on commence à avoir une ingérence sur l'indépendance professionnelle dans les choix de développement des prises en charge, des techniques qui vont être proposées aux patients. Et là, je pense qu'il y a une dérive qui est dangereuse. Je ne dis pas qu'elle a lieu, je dis que c'est un danger que je perçois. La deuxième chose, c'est que les injonctions faites sur les optimisations de durée de séjour, notamment, alors il y a eu la suppression des bornes basses, mais la politique tarifaire et notamment la diminution des incitations financières sur les séjours en ambulatoire font qu'on a toujours plus, vous l'avez bien dit, une contrainte économique sur les établissements, mais qui se répercute aussi sur les pratiques des praticiens qui vont devoir être amenés à optimiser leur durée de séjour, ce qui est une bonne chose, mais à condition qu'on laisse le temps d'une véritable démarche et d'une véritable réflexion. Et moi, j'assiste dans certains établissements à des politiques de licenciement et de réduction d'effectifs parce que la contrainte économique est telle et la diminution des durées de séjour est telle que ça devient une mesure de survie qu'on peut comprendre sur un plan comptable. Sauf que sur le relationnel au quotidien, autour des patients, etc., ça donne lieu régulièrement à des situations critiques, notamment sur les périodes de week-end. Cet autre aspect-là, c'est qu'on a l'impression que ces décisions sont prises sans aucune considération pour le projet médical d'établissement. Et c'est là où la CME joue un rôle essentiel. C'est elle qui est censée porter le projet médical d'établissement en lien avec la direction de l'établissement. Or, si on se trouve dans une situation, j'ai bien compris, économique, qui amène à ce genre d'évolution structurelle, notamment en termes de personnel, pour autant, les charges liées à l'immobilier vont continuer à durer, ce qui renforce encore plus, j'allais dire, les contraintes sur les établissements. Mais si on ne prend pas en compte une vraie réflexion sur l'évolution des pratiques, notamment ce qu'impose la chirurgie ambulatoire, parce que la chirurgie ambulatoire, elle ne va pas forcément imposer une diminution de l'effectif en personnel, mais une modification du rôle et de la fonction des personnels autour du patient. Et je pense que cette réflexion-là, j'ai le sentiment que dans bon nombre d'établissements, elle est un peu manquante et que les impératifs économiques priment, ce que l'on peut parfaitement comprendre, mais sont au détriment d'une réflexion et d'un véritable partenariat sur le projet médical et son évolution. Bien sûr, à vous la parole. Une réaction, parce que moi je partage tout ce que vous avez dit,
Et c'est bien l'enjeu, c'est-à-dire de faire en sorte que les évolutions, les mutations que nous avons à faire, parce que de toute façon c'est la vie, hein, c'est le principe d'entropie, ces évolutions, ces mutations puissent se faire, si possible, dans le meilleur des compromis. Je ne crois pas que vous exerciez dans le groupe Elsan. Bon, alors ça c'est la bonne nouvelle. Viré. Viré. Non, ça c'est la bonne nouvelle. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que et alors pardon, peut-être parce que je suis un optimiste invétéré, mais je crois que la qualité n'est pas l'ennemi de l'efficience, l'efficacité, et inversement. Je prends un exemple très simple. Depuis quelques années se développe la réhabilitation améliorée après chirurgie. Elle est conduite le plus souvent par les équipes médicales. Et le fait est, c'est que cette réhabilitation améliorée après chirurgie conduit, de fait, à une réduction des durées moyennes de séjour. Donc on peut, si on prend le temps, si on donne du sens, si on s'écoute, si on investit mutuellement, on peut faire en sorte de faire évoluer les choses sans donner le sentiment, parce que nos intérêts sont liés, sans donner le sentiment que finalement les évolutions vont se faire au détriment des uns ou des autres. Et je crois que vous avez bien posé l'enjeu fondamental, c'est comment faire en sorte que les évolutions se fassent sans que les uns et les autres aient le sentiment que ça se fait à son propre détriment. Donc vous n'utilisez pas l'injonction dans votre groupe? Je ne connais pas ce terme-là. L'injonction, vous voyez, c'est quand c'est un peu directif, quoi. Moi, je connais l'injonction administrative dans certaines décisions d'ARS, mais je ne connais pas l'injonction dans le groupe. Ni l'injonction paradoxale, ce qui complique encore plus. Non. Vous vouliez rajouter non, le FHP, non. Non. Enfin, Vous étiez très réflexif. Je suis très, très impressionné par le discours de mon voisin. Lequel? Celui de droite. Parce que, effectivement, je pense qu'au niveau des établissements, on a tous conscience que les CME sont les outils de développement, nos fonctions recherche et développement de nos établissements. La problématique, c'est qu'on puisse avoir une communauté médicale qui participe à la réflexion. Et j'aimerais bien, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'association des CME françaises, mais la problématique, c'est que le taux de présence au CME dans les établissements est relativement faible. Donc on a peu d'implication des praticiens. Néanmoins, notre processus de pilotage des établissements est un processus qui nous oblige à avancer. Donc, alors c'est peut-être nous, on rêve d'avoir des positions de médecins qui soient bien clarifiées. Ça, c'est le rêve de tous les établissements. Sauf qu'on a quand même une faible participation des établissements, des médecins au niveau des CME. Merci. Non, mais vous continuez à vous sentir libéral, alors, Éric Blondet, quand même. Vous êtes des vrais médecins libéraux. Le propre du médecin libéral, c'est de garder farouchement, j'allais dire, peut-être un peu trop parfois, notre volonté d'indépendance avec l'ensemble des partenaires, ce qui ne veut pas dire le refus de tout lire, mais vraiment veiller à l'équilibre des partenariats avec les établissements, etc. Alors, je réagirai juste à la remarque de mon voisin de gauche. Moi, je suis dans un établissement, et ça n'a rien contre Elsan, où on est en général 80% des praticiens à participer au CME. Et le regret que l'on peut avoir peut-être, c'est que le projet médical, certes, vous parlez de pilotage, je crois qu'il faut aussi parler de gouvernance et qu'il y a probablement une attente, et peut-être que ça favoriserait l'investissement des praticiens dans leur CME, s'il y avait une vraie action de la CME, une vraie participation de la CME à la gouvernance au regard des résultats économiques dans le contexte que l'on sait et que l'on a tous partagé. Je vais simplement vous donner une réponse. Dans mes établissements, l'ensemble des fonctions transversales sont rémunérées. Voilà, Jérôme, vous arrivez à rajouter quelque chose? Je voulais faire un commentaire complémentaire. En fait, quand vous dites l'exercice libéral, je suis attaché à son indépendance. Non seulement je le comprends, mais en plus je le respecte. Et quand je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on trouve parfois des compromis,
moi, ça ne me gêne pas de dire que le compromis est parfois l'aboutissement d'un processus dialectique, c'est-à-dire pouvoir contre pouvoir, etc. etc. Ce que je souhaite dire, c'est que je pense qu'un exercice libéral, c'est aussi, pour moi, c'est surtout la dynamique entrepreneuriale avant que d'être une logique d'indépendance. C'est d'abord pour moi la logique entrepreneuriale. Et cette logique entrepreneuriale, d'entreprise libérale, comme le terme a été employé tout à l'heure, je crois que c'est ce qui fonde sa pertinence, sa performance et, je pense, sa capacité d'accomplissement et d'épanouissement personnel. Et donc, je ne méconnais pas et je respecte cette logique d'indépendance, mais je pense qu'elle est seconde dans l'objectif qui est le vôtre, le nôtre, c'est-à-dire de soigner les patients, etc. etc. Voilà. Non, mais c'est important, cette balance entre entrepreneurial et indépendant. Enfin, on peut je pense que dans les propos du docteur Blondet, il intègre aussi la dimension entrepreneuriale, j'en suis sûr. Oui. J'en suis sûr. Mais aussi l'indépendance. C'est pour ça que j'ai réagi. En fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a aucune agressivité de ma part vis-à-vis de l'établissement. On n'est pas dans l'opposition, on est dans la recherche d'un partenariat équilibré. Ah bon? Non, mais que les choses soient très claires. Par contre, si je peux... non, mais c'est bien de pousser ça n'avait pas encore été dit, mais ça vient peu. d'être dit. Vous avez entendu. Ça n'avait pas encore été dit, mais ça vient d'être dit. Même si le mot partenariat est un peu galvaudé, c'est comme ça, c'est quand même ce qui fonde notre relation. Et pardonnez-moi, c'est quand même ce qui fonde la performance des établissements privés dans ce pays, qui fait, je le rappelle, qu'à prestations équivalentes, nous sommes rémunérés 20% de moins. C'est cette relation-là qui fonde la performance des établissements, ce compris l'exercice libéral des praticiens au sein des établissements. Là, on a beaucoup parlé en fait de la relation entre praticiens et établissements au sein de l'établissement. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, là quand même, on parle aussi de perspective, et que finalement, la situation que l'on vient de décrire, et finalement les frictions amicales, mais et partenariales qui peuvent avoir été ressenties, viennent aussi d'une situation économique extrêmement contrainte. Et je crois que dans cette période où on a une réévaluation de la stratégie nationale de santé, une réorganisation complète de l'offre de soins, une logique de territorialité, on a véritablement des attentes très fortes vis-à-vis de vos services, Mme Courrèges. De voisine de droite, cette fois-ci. Par rapport à quelle est véritablement, enfin au moins ressentir la reconnaissance institutionnelle de l'offre de soins libérale, établissements et praticiens sur les territoires. On a le sentiment dans les discussions sur les PRS que ce secteur-là est complètement passé sous silence. J'ai évoqué les situations sanitaires exceptionnelles. Heureusement, elles sont exceptionnelles, mais soyons prêts, mais surtout la permanence de soins et l'offre de soins directement. Et quand on voit la présentation, ou en tout cas les textes qui sont soumis à concertation dans le cadre des PRS, quand on voit l'absence de toute mention des établissements privés, ou presque, la suppression, ou en tout cas la non-mention d'une ligne de PDSES qui a fait ses preuves, qui donne contentement, qui a été libérale et qui finalement est ouverte à tout, puis on nous répond, bah oui, on ne va pas préflécher, oui, mais peut-être c'est quelque chose qui existe, qui a fait ses preuves. Donc tout ça, ça induit une incertitude permanente sur l'avenir, et donc comment ça engage automatiquement nos réflexions, et je pense que c'est vrai pour les établissements, c'est vrai pour nous, les équipes médicales, de dire, mais finalement, vers quoi dois-je investir, vers quoi dois-je évoluer, parce que je vais investir, je vais réévaluer ma façon de faire, mon relationnel avec mes correspondants, avec les kinés de ville, les infirmiers, les pharmaciens pour certains matériels, petit appareillage, etc. Et puis, on va réévaluer dans 3 ans, dans 5 ans et dans 10 ans l'offre de soins. Et finalement, ce que j'aurais monté, brutalement, on va me le retirer. Ou simplement le jeu des autorisations. Très bien. C'est une bonne transition vers Jean-Yves Graal et puis Cécile.